j'ouvre un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bons moments avec vos lectures. Moi j'ai pas la forme en ce moment. Je suis malade et autant je suis malade. J'ai un rhume, ça m'arrive régulièrement maintenant, c'est pas grave. Mais là, d'avoir la tête comme ça, d'avoir le corps complètement KO, c'est très rare que ça m'arrive à tel point que j'ai rendez-vous chez le médecin demain. Donc voilà, je suis très slow aujourd'hui, vous n'allez pas m'entendre parler très vite, ni très longtemps je pense. Enfin quoique j'ai plein de trucs à vous raconter. Mais voilà, bon, vous j'espère que ça va mieux que moi, je pense que c'est pas difficile. Alors, j'ouvre ce vlog parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Des réceptions, des lectures, des futures lectures et des objectifs parce que je suis en train, j'en profite, là mon mari et mon fils sont pas là, de lister un petit peu ce que je veux lire pour l'année prochaine. Parce que souvent, je me dis, ah là là, faudrait que j'avance dans cet auteur, ah faut que je sois à jour là-dedans, faut que je fasse ça, tout ça. Et je me dis, bon allez, c'est l'occasion, prends-toi une page et note ce que tu veux avancer. Puis j'ai fait mes objectifs 2024 et les livres que je voudrais lire en 2024. Désolée pour ma voix qui est un petit peu voilée hein, en ce moment, voilà. Alors, niveau lecture, je suis en pleine lecture du « Ou le dernier coquelicot » de Florence Erlemann. Je suis presque à la moitié, quasiment, ce qui fait 220 pages. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'accroche pas trop. Je trouve l'idée de base vraiment intéressante, où cette femme va acheter une maison dans laquelle, qui serait hantée par un couple, enfin un auteur de thriller dont la femme a disparu, tout ça. Et, mais je trouve que c'est pas très bien amené. Il n'y a pas beaucoup de, c'est pas beaucoup de suspense, et dans le sens il n'y a pas beaucoup de tension en fait dans l'écriture, et je trouve ça un peu trop contemplatif pour être un thriller. Donc je parlerai de toute façon aussi à la maison d'édition. Et en fait, j'ai regardé L'appartement du dessous qu'elle a écrit et été publié chez Charleston. Et je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Et je pense qu'effectivement, il a eu un petit succès. Et là, c'est vraiment quelque chose de différent. Je ne saurais pas le classer en fait. Polar thriller ou... je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà. Je l'avance de toute façon. J'espère le terminer demain. Là, je suis un peu ralentie du coup niveau lecture. Mais je vais quand même essayer d'avancer. Et puis à partir de demain, je lis The Pumpkin Spice Café. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce que je l'ai commencé un tout petit peu hier en numérique sur mon canapé où j'étais un peu une loque. Et pour voir un petit peu le niveau d'anglais, ça va. En sachant que, bon, il fait 340 pages. Oh, il y en a un deuxième. The Bluebell Bookstore. Oh là là. Bon, et bah si ça me plaît, c'est toujours la même autrice qui fait ça. Oh, trop bien. The Bluebell Bookstore, quoi. Excellent. S'il me plaît, franchement, je pense que je prendrai le deuxième de cette autrice. Voilà, il est beau en plus. Franchement, il est beau. Donc, on est dans un petit café que Ginny reprend de sa tante, qui s'appelle le Pumpkin Spice Café. Et en fait, elle rencontre un fermier qui s'appelle Logan. Et voilà. Donc ça va être mon objectif sur le début de semaine. Peut-être même sur toute la semaine. Et si je prends plus de temps, c'est pas grave. Mais j'espère quand même aller un peu mieux demain, après-demain et tout. Donc ça, c'est pour ma prochaine lecture. Niveau réception, j'ai reçu de façon inattendue un tome de Gaston Lagaffe. Le retour de Lagaffe. C'est le tome 22. C'est Dupuis qui nous envoie ça pour nous remercier de notre collaboration. C'est très gentil. Je reçois peu de BD de chez Dupuis, mais voilà, je trouvais ça très sympa. Et ben vous savez quoi, j'ai jamais lu Gaston Lagaffe. J'ai montré ça à mon mari, il me dit oh c'est cool, on va pouvoir le garder et tout. Enfin, on va pouvoir le lire ensemble. Il sort le 22. Il sort le 22. Le 22 novembre, ça fera 60 ans que Kennedy est mort. 22 novembre 63. 22 novembre 2023. C'est bizarre, non? Bref. Voilà, donc c'est des nouvelles gaffes qui font mouche. C'est le nouveau tome de Gaston Lagaffe. Je vais découvrir ça. C'est rigolo. Voilà, donc merci beaucoup Dupuis. J'ai reçu aussi, ça les deux autres que j'ai demandé, de la part de l'Iconoclaste. Je toussais. De la part de l'Iconoclaste, écoute les murs parler de X, je ne sais pas comment ça se prononce, Ixchel, de la Porte. Alors, je vais vous lire un petit peu le résumé. On l'appelle la ville des fous. Pourtant, les touristes pourraient flâner dans Cadillac, une bastide en bord de Garonne, à 30 km de Bordeaux, sans soupçonner qu'elle abrite en son centre un hôpital psychiatrique depuis le XVIIe siècle. Les malades s'attardent aux terrasses de café, certains logent en ville,
après des années d'enfermement. Un marchandage permanent aux règles invisibles s'opère entre le dedans et le dehors, entre raison et folie. Pendant des journées, assise sur un banc dans le parc de l'hôpital, X Shell de la Porte a laissé les patients pour venir se confier à elle. Elle a entendu résonner les cris des unités fermées. Elle s'est attachée à ceux qui tentent de retrouver à l'extérieur une vie ordinaire si précieuse. Voilà, ça a l'air vraiment très intéressant. Je travaille dans mon métier avec des personnes en situation de handicap et on a une référente handicap d'ailleurs là où je travaille. Et je me suis dit que ça pour le boulot, ça pouvait être très intéressant. Moi je vais le lire et je vais surtout l'emmener au boulot justement pour que mes collègues puissent le lire également. Donc voilà, merci beaucoup l'Iconoclaste, tu lis pas très grand comme d'habitude. Il fait 227 pages, même pas parce que c'est les remerciements. 225, voilà. Donc il est sorti à l'Iconoclaste. Et un autre roman que j'ai demandé il y a un petit moment. Je suis partenaire avec Kalman Levy depuis, j'ai regardé les premiers romans que j'ai reçus depuis 2017. Souvent, je reçois des mails, est-ce que vous voulez ce livre-là, est-ce que vous voulez ce livre-là? J'acceptais souvent au début, oui, parce que j'avais peu de services presse. Donc vous voyez, finalement, je reçois des services presse depuis 2017. Donc quand je vois des fois les petits comptes qui ont 30 abonnés demander des services presse, je me dis oui, bien sûr, tu peux demander, mais enfin, voilà. Moi, j'avais pas... J'étais là depuis... Non, j'étais pas là depuis si longtemps que ça, certes, mais c'était au début où il n'y avait pas Bookstagram, ça n'existait pas. Et il y avait quelques partenariats avec des maisons d'édition, il n'y avait pas ces grandes campagnes de lancement avec des formulaires, tout ça, il n'y avait pas du tout ça. Je recevais des mails comme ça, et donc c'est comme ça que j'ai découvert Donato Carisi, c'est comme ça que j'ai découvert Nico Takian, et puis d'autres personnes chez Kalman Levy. Et de temps en temps, je me permettais d'envoyer un petit mail, est-ce que par hasard, je pourrais recevoir en SP le dernier Carisi, tout ça. Pas de problème, pas de problème. Et puis j'ai toujours fonctionné comme ça avec eux parce que j'ai jamais été vraiment partenaire officiel, listé, machin, vous savez. Et là, il y a eu donc la campagne de recrutement des nouveaux partenaires que j'ai complètement zappé. Et je me suis dit, bon, tant pis, c'est pas grave. Si je peux continuer à fonctionner comme ça, effectivement, c'est un petit privilège. Je suis pas très gourmande en service presse, vraiment. Donc j'ai les catalogues de certaines maisons d'édition, mais souvent je demande rien en fait. Et là, j'avais vu que Nathalie Hugues avait sorti son roman là où se cachent les âmes sœurs, donc c'est celui que j'ai reçu. Et il me permet d'envoyer un petit mail à un responsable com. Et puis j'ai pas de réponse. Je me dis bon, c'est pas grave, tant pis, pas de problème. Et puis là, il y a une semaine, elle me dit ah là, je suis désolée, j'ai complètement oublié de t'envoyer le bouquin, est-ce que ça t'intéresse toujours? Ah oui, tout à fait. Ok, je te l'envoie. Donc merci beaucoup Doriane de Kalman Levy. C'est donc Là où se cachent les âmes sœurs de Nathalie Hugues. J'aime beaucoup la couverture. Ça se passe en Écosse. Avec une femme qui s'appelle Joséphine Granger. Et Granger, pour moi, c'est Anne Granger, c'est pas Hermione, hein, c'est Anne, l'autrice de romans victoriens, un peu polar, j'adore. D'ailleurs, tiens, il faut que je le note sur la liste, que je lise de Anne Granger, parce qu'on s'est dit avec Estelle qu'il fallait qu'on continue notre saga avec Ben Ross et Lizzie Martin. Donc, je vais me le noter. Vous voyez, c'est des trucs comme ça que j'oublie, parce que je me le dis une fois et puis j'oublie. Donc là, on est en Écosse, après la mort tragique d'un patient. Le docteur Joséphine Granger se réfugie en Écosse, où elle est engagée comme gouvernante chez Lord Maclean, un aristocrate tyrannique avec son personnel. Aussitôt captivé par Heavenstone, l'ancestral demeure, et Edward, son séduisant métayer, choyé par la cuisinière du domaine, la douce Mrs. Whitemore, Joséphine ose enfin rêver à une vie apaisée. J'ai vu quand elle découvre une chaise vide. En fait, je veux pas en savoir plus, donc je vais pas en lire plus. C'est un beau bébé de plus de 500 pages en fait. 500... Ah, il y a 80 chapitres. 525 pages. Qui donc est sorti chez Kalman Levy. Et qui me botte bien. Donc je pense que je vais me le lire. Décembre, j'aurai pas le temps, je crois. Janvier. Je vais me le mettre en janvier. Voilà. Il est gros, hein, mais il peut être vite lu. Je crois que Magda m'a dit que le début était plutôt ambiance. Voilà, donc s'installe un petit peu, mais un peu de temps à s'installer. Ça me dérange pas du tout. Je vois qu'il y a des dialogues et tout, donc ça me dérange pas. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Voilà. Donc ça, c'est pour les réceptions. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, les objectifs. J'ai de tension, bonjour. Alors, je fais souvent des objectifs pour les débuts d'année. J'avais fait un template l'an dernier, je crois, et cette année aussi. Et j'ai coché pas mal de choses. Et du coup, je me dis qu'au niveau des objectifs, c'est pas que j'en ai plus, mais ceux que j'avais, je sais les remplir. Par exemple, là, si je prends les objectifs 2023,
Quels sont les objectifs? Hop. Objectif 2023, je les ai vus. Voilà. Finir le Rougon-Macquart. Il m'en reste un, c'est bon. Lire plus de graphiques. Là, je pêche un peu, j'avoue. Si je me mets pas la semaine de graphique, et même en la mettant, des fois, je la respecte pas. Si je me mets pas une semaine de graphique, je lis pas de graphique, très très peu. Lire au moins 2 romans en anglais. C'est le deuxième. Ça, je suis trop fière de moi, trop contente. Avoir 20 livres dans la palle. Pardon, j'en ai beaucoup moins. Bon, j'ai ma palle non prioritaire, là. D'ailleurs, je l'ai mise dans les objectifs 2024. Et lire plus de thrillers. Alors, je ne sais pas, j'ai pas fait le calcul de tous les thrillers que j'ai lus cette année. Mais je pense quand même qu'entre le Salon du Polar et Bruxelles, on en lit pas mal avec les filles aussi. Donc, pareil, je suis assez contente. Du coup, pour les objectifs 2024, je me suis mis de finir le manga Death Note, que j'ai depuis un moment, parce que je ne sais plus quand cette série est sortie en collector, hein, je veux dire. Ça fait bien 4 ans. Ça fait bien 4 ans que j'ai commencé la collection, et en plus on a fini de me l'offrir. C'était Lucille et Laetitia qui les avaient offerts au tome, je crois, 4, 5, 6, et je suis toujours dans le tome 4. Donc il faut vraiment, lors d'une semaine de graphique, que je ne lise que ça, Death Note, quoi. Point. Il est assez dense comme manga, c'est pas un manga qu'on lit en 1 heure. Il est assez dense en sachant que chaque tome regroupe 2 tomes, donc voilà. C'est quand même une vraie lecture. Enfin, je dis pas que c'est pas une vraie lecture les autres mangas, mais c'est vraiment... c'est pas léger, il faut être attentif, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et du coup, je voudrais finir cette saga, d'autant que j'avais vu l'animé, j'ai vu les films aussi, je crois, de Death Note. Donc potentiellement, je crois que je me rappelle la fin, mais je ne sais plus comment elle arrive, et c'est quand même très dense. Donc, finir Death Note. Lire 2 livres en VO, on va continuer sur cet objectif-là, je ne vais pas m'en coller plus, mais clairement, celui-là, la suite, me tente, et du coup, Pages & Co, la suite aussi me tente. Donc je peux tout à fait me dire, 2024, je continue ces 2 séries-là. Ça sera mon petit plaisir, en sachant que ça, c'est pas de la jeunesse, hein, c'est du contemporain. Donc si je réussis à lire du contemporain, j'ai passé une étape vraiment en VO, et ça sera trop bien. Pâle à 0, ça c'est possible, et la pâle de secours à 10. Ma pâle de secours, actuellement, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, je rajoute. Comme ça, je dirais 25. Et j'ai dit à 10. C'est possible à 10. Continuer les Cozy Mystery et être à jour dans plusieurs séries. Je suis à jour potentiellement dans pas mal de séries, notamment Cozy Mystery. Là, les Meurtres Zen, j'ai le tome 3 que je vais lire en décembre, je veux dire. J'ai Meurtre et Carrot Cake de Anna Svensson qu'il faut que je lise. Je ne sais plus quand sort le prochain. Le 10, je crois qu'il sort en février. Voilà, mais bon, j'ai souvent un tome. J'en ai pas 5 à rattraper en fait, donc ça c'est cool. Ils étaient 10, le tome 2 est lu, le tome 3 n'est pas sorti. Les 3 d'Alia, il y en a qu'un qui est sorti, c'est bon. Ils étaient 7, pardon, pas les 10. Après, bon, tout ce qui est Hamish Macbeth, Agatha Raisin, je les ai lus pour découvrir. Peut-être je continuerai la saga, je ne sais pas. Là, je vois son espionne royale, j'en ai lu qu'un, et je voudrais bien avancer, je ne serai pas à jour parce qu'il y en a au moins 10 qui sont sortis. Par contre, je me note les Sœurs Brontë, où là, je sais qu'il y a 2 tomes qui sont sortis, c'est une saga que j'adore, qui fait partie de mon top 3 des Cozy Mystery, et je n'ai lu que 2 tomes, donc voilà, je vais lire les 2 autres tomes en 2024. Magritte et Georgette, j'ai adoré cette série, il faut vraiment, vous voyez, je note. Si j'ai pas sous la main, je note pas. Donc en fait, je note ça pour pouvoir me les programmer dans mon planning. Parce que ça y est, j'ai déjà ouvert mon planning 2024. Et là, j'ai fait une page avec tous les mois. C'était beaucoup plus simple. En fait, d'habitude, je faisais une page par mois. Là, je fais une page pour tous les mois. Et en fait, là, je vais me noter tout ce que je veux lire, tous les auteurs que je veux lire, tous les bouquins auxquels je pense. Je vais les programmer d'ores et déjà dans mon planning 2024. Ah, voilà. Pouh, quelle énergie pour en parler. Et sinon, je dis faire le petit mois petite lecture. C'est le souffle des mots. Audrey qui avait mis ça en place il y a pas mal d'années. Et en février, vu que c'est un mois court, elle dit lisons des petites lectures de moins de 200 pages. J'en ai pas mal en fait. Et du coup, je me dis que ça pourrait tout à fait coller au mois de février. Je me prends une semaine, par exemple, pour en lire 6 ou 7. Et ça sera très bien, un par jour. Et voilà, il faut que je me mette des objectifs comme ça, sinon je me dis, ah tiens, il faudrait que je le fasse. Non, fais-le. Et sinon, donc, au niveau des livres que je veux lire vraiment, De Zweig, parce que cette année, j'ai pas lu De Zweig du tout, et ça va pas du tout.
parce que ça me manque. Je veux lire Thérèse Raquin. Ça y est, hein, je peux passer à autre chose, donc autre que la Urumaka. Je veux lire le tome 2 et 3 de Donato Carisi de la saga La Maison des Voix. Donc La Maison des Voix a été lue, il faut que je relise la fin. Je veux lire La Maison sans visage et La Maison aux Lumières. Je ne sais pas s'il n'y a que 3 tomes, ou s'il y en aura un 4e, je me renseignerai. Excusez-moi. Donc, Donato Carisi, je vais me renseigner pour ça. Anne, la saga de Anne de Green Gables, j'en ai lu 5. Je pense qu'il y en a 7. Donc, je pense qu'il n'est pas impossible de terminer cette saga en 2024. Je veux lire The King, et là, je suis vraiment dans la mouise, parce que tous ceux que je voulais lire, eh ben, je les ai lus. Donc maintenant, je vais m'attaquer à ceux, je ne veux pas dire que j'ai un peu moins envie de lire, mais auxquels je pense peut-être un peu moins. Par contre, il y en a un qui me tente bien, c'est Brume. Néanmoins, je crois que c'est un recueil. Et je crois qu'il n'y a que la première nouvelle qui m'intéresse, qui s'appelle Brume. Mais Amélie a lu... c'était quoi? Blaze, je crois. Ah, je sais plus. Bref, je pense que je peux en trouver 2 qui me tentent beaucoup. Et puis en fait, Conte de fées, finalement, me tente bien. Donc, à voir si ça empoche. Est-ce que je me prends en poche? Ça va être un pavé énorme, je pense. Peut-être je me le prends en poche et je me le lis. Je ne sais pas. En tout cas, j'en trouve 2, ça c'est clair. Je veux continuer Gutanabe. Je vais vous les montrer parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Alors, Gutanabe, il illustre les romans de Lovecraft, donc en manga. Ils sont juste magnifiques. Ça, c'est l'appel de Cthulhu. Ce qu'on dit Cthulhu, normalement. Et je peux vous montrer quelques planches, peut-être. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'une qui spoile pas, 2 qui fait pas trop peur. Je crois que le plus beau, c'est Les Montagnes Hallucinées. Il est magnifique. Moi, j'adore le trait de Gutanabe. Et le réalisme, en fait, qui met en place dans son illustration. Dans ses illustrations. Ça, c'est le Necronomicon, je crois. Vous savez, le roman, enfin le livre maudit, là, je sais pas quoi. Bref, et ça fait longtemps que j'ai pas lu de Gutanabe, donc je vais regarder un petit peu ce qui est sorti depuis 2 ans, je dirais. J'en ai, alors j'ai Les Montagnes Hallucinées dans l'abîme du temps, Cthulhu, et j'en ai 2 autres. Donc j'en ai 5. 1, 2, 3, non, 3, 4, 5, 6, j'en ai 6, pardon. Et je pense qu'il y en a au moins 2 autres qui sont sortis. Je crois qu'il y a le Molosse. Non, le Molosse, c'est King, c'est une nouvelle de King. Là, peut-être le cri du Molosse, je sais plus. Un truc avec Molosse. Je vais me renseigner par rapport à ça, mais je voudrais bien en lire, parce qu'ils sont vraiment juste déjà magnifiques. Et en plus, ils sont très beaux et très représentatifs de l'univers de Lovecraft. Voilà. Donc ça, c'est pour Gutanabe. Anne Granger, je vous ai dit, on en a lu 5, je crois, avec Estelle. Donc il faut voir, il me semble qu'on se les même programmé en janvier. Donc ça aussi, il faut que je programme en janvier. Les Sœurs Brontë, comme je vous disais, et puis Magritte et Georgette aussi. Donc là, je suis contente parce que j'ai réussi à répertorier pas mal de livres que je veux lire. Donc j'ai plus qu'à les mettre sur mon planning. Je vais faire ça tranquillement, avec un petit thé, ça va être très très bien. Et puis voilà, peut-être je vais manger un peu aussi. Des pâtes. Peut-être je me fais un bouillon de pâtes lettres. Vous savez, ces petits bouillons avec les pâtes lettres. Comme quand on avait 10 ans et qu'on était malade. Bon, peut-être je vais me faire ça. Ce sera pas mal. Et je vais essayer de lire un petit peu aujourd'hui. Soit je me trouve... Alors j'ai trouvé la version audio de Pumpkin Spice. Du coup, je vais peut-être l'avancer en audio. Et puis sinon, celui-là, je vais voir. En tout cas... Voilà, je me repose parce que c'est rare que je sois comme ça, un degré en dessous de mon état normal. Donc aujourd'hui c'est dimanche, mon mari et mon fils sont donc partis chez des amis, j'ai pas pu y aller. Mais voilà, ça fait du bien aussi d'être un petit peu au calme, dans le silence. Voilà. Je me rends compte que je suis un peu palote, mais en vrai ça va, hein, j'ai plus de fièvre. J'en avais hier, mais le Doliprane fait plutôt effet là-dessus. Voilà, bon bah je vous retrouve probablement demain, si je suis à la maison. Ou sinon mardi pour vous reparler un petit peu de tout ça. J'ai oublié de vous parler d'un autre livre que j'avais reçu de chez Pocket hier. C'est Les Larmes de l'assassin de Anne-Laure Bandou, qui est très très court, qui fait 165 pages, qui sort là chez Pocket, alors que moi je l'ai lu chez Françoisière en fait en 2017, j'ai regardé. Et là il ressort du coup chez Pocket, il est sorti le 5 octobre. Ils disent pas que... Ils disent pas... Si, c'est ça, 2017. J'ai plus de souvenirs de ce bouquin. Je crois qu'il y a 2 époques.
Non, c'est un... Ouais, ok, je vous le lis parce que ça sera plus simple. À l'extrême sud du Chili, un assassin est passé. Le vin qu'on lui a tendu, il l'a bu. Cette hospitalité, il l'a remercié à sa manière en tuant le père et la mère. Mais le fils, cet enfant chétif et tremblant de peur, pourquoi l'a-t-il épargné? Dans la ferme désormais 100 mètres, les voilà tous les deux. Deux êtres blessés, deux réfugiés. Chacun à sa façon a besoin de l'autre. L'un pour survivre et l'autre pour aimer. Un lien étrange se tisse entre l'enfant et l'assassin, et parfois on les entend pleurer. Je n'ai aucun souvenir de ce livre, vraiment. Je n'ai pas beaucoup aimé, c'est tout ce que je sais, parce que je ne l'ai plus, je crois que je l'ai mis en boîte à livres. Mais je pense qu'il peut être, il est probablement très bien, mais je suis passée à côté, en 2017. Donc peut-être si je le relis, je passerai peut-être moins à côté. Elle a écrit pas mal de choses, elle. Anne-Laure Bondou, elle est assez connue. Donc en fait, elle était plutôt connue pour moi. Voilà, et je danse aussi en 2015, au Happy Day en 2020. L'arme de l'assassin en 2017, aux éditions Bayard. C'est marrant, moi je l'ai lu chez France Loisirs. Donc voilà, il est très très court. Mais je crois qu'elle a une plume assez poétique, donc peut-être que je le relirai. Merci beaucoup Pocket pour cet envoi. Je vous retrouve un petit peu plus tard. C'est encore moi. Du coup, j'ai beaucoup de temps pour vous parler aujourd'hui. J'ai commencé à mettre dans mon planning lecture ce que je vous avais dit, les lectures, tout ça. Donc j'ai ouvert mon planning 2024 et j'ai déjà programmé le mois de janvier et le mois de février. Et j'ai même commencé mars, parce qu'on est des fous, hein, voilà. Alors, je vous le donne, comme ça, voilà, si vous voyez des lectures communes, si vous voulez le faire avec moi, bien sûr. En janvier, j'ai une semaine de graphique, parce qu'on va faire une semaine de graphique avec Angie, il faut que je lui en parle d'ailleurs quand même. Ensuite, j'ai Glacé de Bernard Minier, j'ai Le chant de l'assassin de Hergé et Laurie, Délivre-nous du mal de Christelle Duchamp, Là où se cachent les âmes sœurs de Nathalie Hugues, le tome 6 ou 7 du Anne Granger, Le brouillard tombe sur Deptford. Je me suis mis à Zweig, alors j'ai Freud de Zweig, ou alors La pitié dangereuse, j'ai vu que c'était son roman, qu'elle a vraiment pas mal. Et puis en fait, j'ai oublié de vous dire, je me suis acheté un roman. C'est rare, hein, j'achète peu en ce moment. Je me suis acheté Comment je suis devenu japonais. C'est la même, alors c'est Les Arènes, une collection particulière, où il y en a un autre qui s'appelle Tokyo Crush, je crois, et un autre qui s'appelle la parfaite Tokyoite, qui me tente aussi beaucoup, beaucoup. Mais ils sont un petit peu onéreux, ils coûtent 15 € je crois pour 150 pages. Donc Comment je suis devenu japonais, je l'ai pris en occasion. Et j'essaierai de prendre aussi la parfaite Tokyoite en occasion. Vous savez, mon amour pour le Japon, et du coup, voilà, je suis toujours un peu curieuse de ces romans-là. Donc, je suis assez contente de me l'avoir commandé, de me l'avoir commandé. Je devrais le recevoir là demain, je pense. Et je l'ai programmé pour janvier. Je pense qu'on est sur un total pour l'instant de 2000 et quelques pages, en sachant que j'en lis facilement 4000 par mois. Je veux pas trop m'avancer en sachant qu'il y a quand même la semaine de graphique. Donc je vais peut-être m'arrêter là, ça fait 7 romans. C'est pas mal. Pour le mois de février, j'ai donc Petit mois, petite lecture. Avec Jugé par ses pairs, que j'avais acheté à Nantes, dans la librairie Maison Marguerite, je crois. Librairie féministe, si vous êtes à Nantes, allez voir cette librairie, elle est folle. Elle est à côté de la gare, quand vous regardez la gare, sur Google Maps, elle est à l'est de la gare. Voilà, c'est très très particulier et j'ai trop hâte. Je l'avais acheté en même temps que Le papier peint jaune, qui avait un coup de fou dans le Monumental. Et là, celui-là, tout petit. J'ai 3 plis à lire, que j'ai soit acheté, soit qu'on m'a offert. Austen, Dickinson et Marie Curie. Je suis la maman du bourreau, tout petit. Fuir l'Éden, tout petit. L'enterrement de Serge. L'espion qui venait du livre. Et ce qui reste. Voilà. Je sais pas combien j'en lirai. Je vous dis, si je peux en dégommer 4-5, c'est toujours ça de prix. Là, il y en a 9. 7, 8, 9. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai pas mis que ça, bien sûr. J'ai mis le tome 3 d'une enquête des Sœurs Brontë qu'il faut que je m'achète. La maison sans souvenir de Donato Carisi. Le passager de Patrick Sénécal. Ah oui, je vous ai pas dit. Je vous ai pas raconté. Je suis allée voir Ludivine, lecture du chapitre. On allait voir un petit thé ensemble. Et je suis arrivée un peu en avance. Et je me balade. C'était rue Gay-Lussac, donc à côté du jardin de Luxembourg. Je connais vite fait cette rue, j'y suis allée 2 fois. Là, le café où on était allé était rue Gay-Lussac. Et je tombe déjà sur une très belle porte et tout, je prends une photo, machin. Et je vois qu'il était 2 heures, j'étais en avance de presque une demi-heure. Et je vois Librairie du Québec. Je fais, hey, on va aller voir. Et je me dis, hey, c'est quoi l'auteur québécois que tu veux absolument lire? C'est qui? Patrick Sénécal.
Et là, je vois des romans de Patrick Sénécal. Je n'en avais jamais vu, je crois, en fait. Je les avais toujours vus en numérique, en fait, voilà. Mais jamais en papier, quoi. Je les ai jamais pris. Et il y avait Le Passager. Donc j'ai pris Le Passager de Patrick Sénécal. J'ai mon premier Patrick Sénécal. Je suis trop contente. J'ai vu Alice, j'ai vu Flo, j'ai vu plein... Il n'y avait pas le premier 51-50 rue des Ormes, mais j'ai pris celui-là, c'est pas grave. Il est très court. Et j'ai vu les autres rayons québécois, machin. Et puis je me balade, et là je tourne sur une allée, je tombe sur un stand avec du thé, du thé à l'érable au sirop d'érable. Moi je me suis pris une boîte de thé au sirop d'érable. Alors j'ai la tisane, moi, sirop d'érable. Et puis il y a aussi des biscuits au sirop d'érable, il y a du sirop d'érable. Bref, c'était vraiment... Waouh, j'étais comme une folle de voir ça parce que on n'en trouve pas chez nous en fait. Et on peut le commander sur internet et tout. Et ça m'a fait rire parce que je ne sais plus son prénom. Si tu passes par là, une fille dans le bois, elle habite au Québec et elle a rigolé en disant écoute, moi c'est trop drôle parce qu'on les voit, on en voit à tous les coins de rue des tisanes comme ça chez moi. J'ai dit oui, mais non, on n'en a pas beaucoup, donc j'en profite. Et du coup, bah voilà, j'ai pris une boîte. Donc j'ai la tisane du coup sirop d'érable. Maintenant j'ai le thé noir au sirop d'érable aussi. Donc je m'en ferai peut-être un ce soir, je sais pas, je vais voir. Enfin, non, pas ce soir parce que le soir pas de thé, mais peut-être cet après ou demain, je vais voir, mais c'était assez rigolo. Donc j'ai acheté Le Passager de Patrick Sénécal, que je me suis donc programmé en février. Et sinon, j'ai mis donc les petites lectures. J'en ai mis quelques-unes, mais on verra en sachant qu'on est les premières vacances, début du mois, donc les vacances au milieu, c'est toujours un peu compliqué de lire pendant les vacances pour moi, donc je ne sais pas du tout ce que ça donnera. Ça sera très bien si j'ai des petites lectures. C'est parfait. Et au mois de mars, j'ai mis le tome 2 de Marguerite et Georgette et Thérèse Raquin. Voilà où j'en suis pour l'instant. Et je crois que c'est à peu près tout. Pour les Kings, il faut que je me renseigne sur Contes de Fées. Anne de Green Gables, je vais voir. Gutanabe, je vais voir aussi. Et puis, voilà. Voilà, bon, je vais faire dodo, moi, je crois. C'est toujours moi, on est toujours dimanche. J'ai oublié dans mon planning de lecture de mettre Shining, parce que je fais une grande lecture commune, de la nouvelle version de Shining. Et je voulais quand même vous montrer l'ancienne version que j'ai. Elle n'est pas terriblement flippante cette couverture, franchement. C'est la couverture du film. Et avec un King tout jeune, ici. Ma version est de 97, je crois. Je me rappelle très bien, je l'ai acheté à Bordeaux avec mes parents dans une librairie. Et j'avais... Oh ouais, j'avais 14 ans, je crois. Et je ne l'ai pas lu tout de suite, parce que je l'ai lu en 2017. Donc voilà. Dans ma version à moi, il fait 560 pages à peu près. Et j'ai vu que la nouvelle version faisait 400 et quelques en grand format, en sachant qu'il y a 20% de plus dans cette nouvelle traduction. Donc je pense que je ferai un petit comparatif, ne serait-ce que pour le début ou pour certains passages, savoir s'il y a des passages ou des chapitres carrément qui ont été rajoutés, parce que j'ai tous les chapitres avec toutes les parties, donc je verrai ça. Mais hyper collector, on est d'accord. Je suis triste. Cette tasse a tenu mon téléphone portable pendant que je vous faisais le hyperlapse que vous venez de voir. Je croise très très fortement les doigts pour que mon conjoint puisse réparer ça. Parce que cette tasse est unique et il n'y en a qu'une. Je suis tristesse. Voilà tout ce que je fais pour vous, vous avez vu? Bon, je retourne sur mon canapé. On est mardi presque midi, je suis toujours chez moi, je vais chez le médecin cet après-midi. J'ai commencé le Pumpkin Spice Café et je suis à la page 46, ce qui est plutôt bien pour mon rythme de lecture en VO. Je pense que je suis dans une romance d'automne. Voilà, on connaît les romances de Noël, on connaît les comédies de Noël, mais connaît-on les romances d'automne? Je ne sais pas, en tout cas c'est plaisant. Et ce qui est marrant, c'est que les lectures en VO, en fait, je me rends compte que j'ai donc un petit vocabulaire, mais je ne capte pas toutes les tournures de phrases, grammaticales, tout ça, voilà. Bon, c'est un peu normal. Et du coup, je me rends compte que mon cerveau, c'est comme si je rentrais dans une pièce blanche et que je n'avais les informations que de ce que le livre me fournissait et ce que mon cerveau pouvait capter. Je m'explique. Quand je lis en français et que je lis des descriptions comme ça, tout de suite, mon cerveau imagine l'endroit. Là, c'est beaucoup plus restreint. Donc c'était comme si j'étais dans une pièce totalement vide où petit à petit, je réussis à placer un personnage, plus ou moins le visualiser, puis un autre,
puis peut-être un lieu, mais tout le reste est blanc. En fait, j'arrive pas à habiter totalement le lieu que je lis parce que je manque de vocabulaire, parce que je suis beaucoup moins à l'aise en VO qu'en VF, bien sûr. Et du coup, je peux pas m'immerger totalement dans un paysage, on va dire, parce qu'il est difficile pour moi de capter tout le vocabulaire, bien sûr. Et du coup, c'est intéressant parce que les informations dont je dispose sont peu nombreuses, et du coup, je focus quand même sur les informations principales, mais j'ai pas toutes les subtilités. C'est pour ça qu'il me manque des bouts de paysage, des bouts de personnes, des bouts de trucs, et c'est assez rigolo finalement. Donc en fait, ce que je comprends n'est tourné que sur une information à la fois. Je peux pas imaginer un lieu, puis voir le personnage qui est en train de parler dans ce lieu, tout ça comme dans les livres en VF en fait. Mais c'est intéressant. Et je pense que je me concentre du coup plus facilement dans un livre en VO, même si je le comprends pas à 100%. Voilà. Sinon, il faut quand même que je vous raconte, je me suis fait un thé, dans une tasse qui n'est pas cassée. Le thé à l'érable, au sirop d'érable que j'ai acheté le week-end dernier. Et je me suis dit, hey, je vais tester pour vous le thé à l'érable. Mais en fait, j'ai plus de goût et j'ai plus d'odorat. Donc j'ai fait, ah bah oui, c'est vrai, j'ai plus de goût. Donc il est peut-être très bon, mais je bois de l'eau chaude pour l'instant. Mais quand j'irai mieux, je vous ferai un petit retour sur ce thé-là. Donc voilà, j'ai aussi le Covid, tant qu'à faire. Je suis allée à la pharmacie pour faire un test. Je suis positive. Et voilà, c'est pas grave, ça va aller. Je vais voir ce que le médecin me dit cet après-midi. Et puis voilà, je vais me reposer. Vous entendez ma voix qui tombe bien sûr en laryngite, hein, comme chaque début de rhume que j'ai. Mais voilà, je vais pouvoir avancer un petit peu ça. Et j'espère... vous savez quoi, dans l'idéal, je voudrais dire 100 pages par jour, mais voilà. Du coup, je sais pas trop ce qu'il en est, il fait quand même 340 pages. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je me suis mis sur 4 jours. Tentons, voyons ce que ça donne. Au niveau de mon état, je suis pas dans un état au fond du canapé comme samedi, où c'était pas possible de lire une seule page. Là, ça va. Je reste chez moi aujourd'hui, je vais voir demain ce qu'il en est. Mais je peux essayer de lire aussi un petit peu cet après-midi. Donc, à voir comment ça se passe pour ça. Mais je suis contente et en fait, je me dis que j'ai réussi à lire du contemporain en anglais. Parce que je comprends presque autant de choses qu'un jeunesse. Donc finalement, j'ai réussi à passer l'étape de j'ai pas beaucoup de niveau d'anglais, je vais lire du jeunesse, je vais me restreindre au jeunesse. Et ben non, ça marche aussi avec ça. Alors ça casse pas trois pattes, hein. Mais franchement, ça va pour mon niveau. Et ça me rassure. Donc en fait, j'ai hâte. Et alors c'est marrant parce que je vous ai dit, il y a un autre tome qui est sorti. Alors dans la discussion Instagram, il y a Lucie, une copine qui le lit avec nous, qui nous avait déjà posté ça. Et j'avais fait, oh cool. Donc mon cerveau a vraiment complètement occulté ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que The Bluebell Bookstore s'est transformé en The Donut... comment ça s'appelle? Non, The Cinnamon... Bref, il y a un autre nom. Il vient de sortir, en fait, le tome 2. Et c'est sur deux autres personnages qui s'appellent Hazel et Noah, qu'on trouve d'ailleurs dans le tome 1, que j'ai rencontré déjà. Et du coup, ça va être une autre histoire. Donc je me dis que si celui-là, il marche, et ben je me prendrai le tome 2, clairement. Parce que si c'est le même style, c'est bon, je me suis faite à ce style-là. Donc il n'est pas impossible que je lise ça. Et du coup, si cette autrice-là se rapproche du style de Jenny Colgan, et ben je pense que je pourrais attaquer du Jenny Colgan en anglais. Et là, je passe une étape supplémentaire. Je suis fière de moi, c'est trop bien, je suis trop contente. Je ne sais pas si vous l'avez lu, celui-là, ou si vous souhaitez le lire. En tout cas, si vous l'avez lu, et si par hasard vous connaissez Jenny Colgan, je restreins le nombre de personnages au fur et à mesure que je dis ça, mais si vous avez lu, c'est vrai que vous lisez Jenny Colgan, dites-moi si le niveau d'anglais est similaire, et si je peux me lancer du Jenny Colgan. Je vais arrêter là parce que vraiment ma voix, c'est comique, hein, voilà. Je vous reprends un peu plus tard. Je vous retrouve, on est mardi matin, j'avais quand même plein de trucs à vous raconter, donc il fallait que je vlogue un petit peu. Ça va. Alors, je vais ouvrir la rubrique ce que j'ai vu sur YouTube. Je vous avais parlé de ça la semaine dernière, j'ai fait une petite rubrique sur les différentes vidéos que j'avais vues ce week-end ou tout ça, voilà, que je note au fur et à mesure. Donc je voulais vous parler. Je mettrai tous les liens dans la barre d'infos si vous voulez vous aussi aller voir les vidéos. Je vais commencer encore par une vidéo de Jeanne ose ce livre. Je vous ai parlé. Elle a fait une vidéo sur Britney. Je crois que je vous en ai parlé la semaine dernière.
Donc elle a fait une nouvelle vidéo là sur l'intelligence artificielle. Et c'est flippant, et c'est très bien fait. Elle interviewe plusieurs personnes, une illustratrice, une responsable de maison d'édition, je crois, non, le Ligue des auteurs professionnels, et un homme qui vient de Toronto et qui a des réflexions assez flippantes parfois sur l'intelligence artificielle. Et c'est vraiment très intéressant. Je voulais savoir ce que vous en pensiez de cette intelligence artificielle, parce que moi ça me fait assez peur. Quand on voit déjà les filtres, des trucs comme ça, et quand on voit la manière dont maintenant on peut jouer avec la réalité, quand on voit la télé, des pubs pour des téléphones portables Google, où avec une photo tu peux supprimer un élément, donc tu crois que c'est un saut super haut alors que tu as un tremplin, je sais rien. Quand tu vois que toute la réalité peut être modifiée et très très subtilement modifiée, je me dis que c'est compliqué parce que on a du mal maintenant à voir ce qu'on appelle les fake news, tout ça, quand on a une photo, par exemple il y a eu un tremblement de terre et on voit une photo de dingue avec un immeuble complètement ravagé, et en fait on se rend compte que cet immeuble n'est pas du tout dans ce pays-là, mais dans un autre pays, qu'elle a été prise il y a 3 ans et tout, et qu'on a été complètement mené en bateau. C'est parfois difficile d'analyser et de prendre du recul sur la réalité et le faux. Et là je me dis qu'avec un outil pareil, aussi proche de la réalité, qui permet de modifier la réalité de façon si fine, ça va être encore plus difficile en fait. Donc j'ai un peu peur de ça. Elle parle très très bien du rôle du livre en fait, hein, avec l'intelligence artificielle, quel impact ça peut avoir sur le livre, sur les auteurs, sur les traducteurs, sur les dessinateurs. Et c'est vrai que ça fait flipper. Il y a des réflexions vraiment intéressantes, je vous recommande très 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 fortement d'aller voir cette vidéo. C'est super bien fait. Et elle a beaucoup de ressources, beaucoup de choses sur lesquelles elle se base, et c'est vraiment super intéressant. Une autre vidéo que je vous conseille, parce que la période de Noël approche doucement, c'est la vidéo de Adoria, sur les cadeaux de Noël à faire pour les lecteurs, et je trouve qu'elle a des très bonnes idées, des idées assez originales, qui parfois coûtent pas grand chose, et qui peuvent donner des chouettes idées de cadeaux. Alors il y a plein, là j'ai vu sur YouTube, il y a plein de booktubeurs qui commencent à faire des listes aussi pour Noël et tout, donc vous trouverez assez facilement, mais je mets l'accent sur Adoria parce qu'elle a toujours du contenu de qualité, donc voilà, j'ai envie de la mettre en avant aussi. J'ai vu une vidéo alors sur les suggestions YouTube, parce que j'arrive à la fin de mes vidéos, ça y est, j'ai vu tout le monde, c'est bon. Je suis tombée sur Charlie Aid, je crois, je vous mettrai la vidéo. Le gars a fait une vidéo qui s'appelle « La lecture transforme votre cerveau ». Il a je sais pas combien de milliers d'abonnés, voilà. Et il est pas un gros lecteur, c'est pas un booktuber. Et en fait il explique comment lire plus, comment ça peut transformer machin. Et il donne des conseils en fait, des conseils pour lire, pour assimiler, pour comprendre, nanana. Et il donne, alors j'ai pas tout regardé mais j'ai regardé ses conseils. Et il donne un conseil notamment après qu'on ait refermé notre livre, quand on a lu une journée, juste passer 30 secondes à se rappeler de ce qu'on a lu, à se faire un petit résumé dans la tête. Voilà, j'ai lu ça, dans ce que j'ai lu il se passe ça. Et le fait de faire juste ça va entraîner notre cerveau sur la mémoire en fait, sur se rappeler de ce qu'on a fait. Je l'avais jamais fait, j'avoue, je me suis jamais posé la question. J'écris des résumés spoilants à la fin de mes lectures, quand j'ai terminé le bouquin. Et donc hier j'ai fait le test avec ça, avec ma lecture, et j'ai pas du tout ce réflexe là en fait, j'arrive pas, faut que je le prenne. Je pense que c'est effectivement un bon exercice. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous vous dites, je sais pas, à la fin d'un chapitre, vous levez les yeux puis vous vous racontez le chapitre, il s'est passé ça, ça et ça, ou alors est-ce que vous continuez juste votre lecture? Est-ce qu'à la fin de la journée, par exemple avant de dormir, vous dites, ah tiens, j'ai lu ça aujourd'hui, il s'est passé ça dans mon bouquin, machin. Je sais pas, peut-être que ça peut être quelque chose d'intéressant à faire. J'ai pas de réflexion particulière par rapport à ça, mais j'ai trouvé que c'était un outil intéressant ce qu'il nous donnait. Donc voilà, si vous voulez aller voir sa vidéo. Et puis, je viens de terminer le vlog première partie de Stephen King France, donc de Émilie, qui gère la page Stephen King France, qui est allée au mois d'octobre en périple sur les traces de King et de ses influences. Donc elle va à Boston, elle va à Providence, elle va dans le Maine, et elle va chez King, quoi. Elle va voir le manoir de King. et elle nous l'a montré en story. Et puis donc elle a fait un vlog. Et là j'ai regardé la première partie et je me dis waouh, c'est top, parce que déjà c'est intéressant. Et puis en plus quand, enfin moi je suis fan de King depuis 25 ans. 25 ans. Et du coup bah ça touche beaucoup parce que ça parle des influences de King. L'influence de King, c'est Lovecraft aussi. Donc ça parle de Lovecraft. Donc elle va à Providence. Elle nous montre les lieux
d'influences d'écriture de Lovecraft sont déjà les cimetières, la maison de Lovecraft, une maison qui l'a inspiré beaucoup de nouvelles. Bref, c'est très fort, je trouve. Alors bon, Lovecraft, c'est un peu l'exemple où on se dit, faut-il séparer l'auteur de l'homme, je sais pas quoi. Lovecraft, si vous savez pas, il était homophobe, il était raciste, il était tout ce que vous voulez. Voilà. C'était vraiment un gros bâtard. Néanmoins, il fait quand même des histoires, moi, qui me font un peu, voilà, mettre dans une ambiance un peu flippante, quoi. J'aime bien. Donc, ça saoule parce que je me dis, l'homme est exécrable, en fait. Mais l'auteur a un talent dingue, quoi. Donc, je vous parlais de Gutanabe, des mangas de Gutanabe qui reflètent l'œuvre et qui les mettent en dessin, et ça prend des proportions, waouh, c'est juste trop beau, visuellement. Je peux pas me dire, sous prétexte que ce mec-là était, oui, clairement détesté, et Providence refuse d'avoir des plaques de Lovecraft. Dans la bibliothèque, il y avait un buste, il n'y est plus, ils veulent pas être attachés à l'image de cet homme, et je comprends complètement, bien sûr. Néanmoins, voilà, j'ai du mal à me dire, non, sous prétexte qu'il était comme ça, je veux pas le lire. C'est difficile, en fait, c'est vraiment toujours compliqué. Le débat est ouvert, et je veux pas du tout rentrer là-dedans, et c'est vraiment un gros sujet, mais c'est un peu compliqué de dire de séparer l'homme de l'artiste, parce que, voilà, dans un exemple comme Lovecraft, moi, je ne peux pas faire ça, en fait. Voilà, j'aime son univers, j'aime pas la personne, j'aime son univers, je suis curieuse, et voilà, je sais peut-être faire la part des choses aussi. Donc voilà, je vais pas devenir fanat de ses idées, tout ça, c'est juste que, voilà, le style, la manière dont il écrit, dont il décrit les choses, fait que, niveau frisson, il se pose là, le mec, quoi. Donc ça me plaît. Et ça m'a beaucoup plu de voir les lieux comme ça. Elle va aussi à Salem. Alors c'est rigolo parce que Salem, donc c'est le lieu où il y a le procès des sorcières de Salem. Et c'est un lieu qui est quand même chargé d'histoire. Il y a le cimetière, il y a tout ça, il y a la maison où a habité un juge du procès. Et on voit comment ça a été transformé de façon hyper touristique, clairement. Il y a même une statue de ma sorcière bien-aimée là-bas. C'est un petit peu insultant, je pense. Et clairement, c'est différent. Bon, après, elle y est, genre vers le 10 octobre, je crois, juste avant Halloween. Donc, elle se doutait bien que ça allait être un petit peu l'endroit touristique parfait pour Halloween. Néanmoins, voilà, ça détourne un petit peu du sujet principal qui était quand même un procès assez tragique. D'ailleurs, il faudrait que je pense que je lirai peut-être ce procès-là. C'était les éditions Robert Laffont, Pavillon Poche, qui avait fait un bouquin. Bah, c'est les sorcières de Salem, je crois. Je me demande si c'est pas une pièce de théâtre. Je vais dire des bêtises, j'ai pas forcément cherché, mais je sais qu'il y a un bouquin qui parle de ça. Donc voilà, pour Stephen King France, vlog numéro 1, et le vlog numéro 2, il sort le 2 décembre. Et là, tada, on est dans le Maine avec Emily devant le manoir de King. Ah, c'est trop bien. J'aimerais tellement, j'aimerais bien y aller, et en même temps, je ne sais pas ces lieux-là. Le seul lieu que je connais, c'est le manoir, et je ne sais même pas où il est, dans Bangor. Apparemment, il y a la plaque d'égout aussi qui lui a inspiré ça. Il y a des cimetières et des trucs comme ça. Et je suis pas assez fan de King, c'est vrai de dire ça, mais ouais, fan des lieux, en fait, des influences de King, pour faire ce périple-là. Alors, il y a des gens qui font des circuits, en fait, sur King. Et ça peut être sympa, parce que du coup, ils nous guident sur les différents lieux. Elle est toute seule, elle est partie toute seule, elle a pris sa voiture, elle a pris une voiture là-bas, et elle a fait les circuits seule, en fait. Donc je suis très admiratif par rapport à ça. Mais c'est vrai que peut-être un jour, j'irai en périple sur les traces de King, je ne sais pas. Mais ouais, ça peut être vraiment, vraiment cool, quoi. Donc voilà pour ce que j'ai vu. Alors il y a un autre truc que j'ai vu aussi, et ça je vous mettrai pas le lien parce que je pense que vous savez où c'est The Crown. J'ai regardé le début de la dernière saison. Alors, quand j'ai commencé The Crown, j'ai regardé le premier épisode, je crois, les 2 premiers. Et j'avais trouvé ça d'une lenteur absolue. C'était sombre, c'était gris, c'était triste, c'était vraiment pas la série qui me plaisait en fait. Puis mon conjoint a voulu qu'on regarde, quand même qu'on continue à regarder. Donc on a continué à regarder. Et puis on s'était attaché à la première actrice. Et puis au bout de 2 saisons ça change, etc. etc. Faut se réhabituer, ok. Et puis historiquement c'était assez intéressant quand même au niveau du début parce que c'était juste, parce que c'était plutôt bien joué et tout. Et puis au fur et à mesure que ça avance dans le temps, on rencontre Diana dans la saison 4, je crois. Et ça m'a plu, j'ai bien aimé. Parce que l'actrice aussi était bien, parce que les acteurs... vraiment, c'était intéressant.
Mais c'était toujours hyper long et hyper lent, quoi, comme série. Les épisodes de 50 minutes où t'as 3 infos, si, c'est bon. Franchement, j'étais pas hyper enjouée, mais bon, je me dis, allez, ça nous fait notre série du soir de temps en temps. Et là, la dernière saison, donc il y a 4 premiers épisodes qui sont dispo. Et au début du premier épisode, je vous spoil. Je fais ça c'est du spoil, et quand je baisse ma main, c'est plus du spoil. Le début du premier épisode, on est à Paris, avec un mec qui promène son chien, il entend une voiture qui passe très vite devant lui. On se doute de ce qui se passe. Voilà. Et en fait, cet élément-là, arrive à la fin de l'épisode 4, bien sûr. Donc en fait, en général, quand t'as ça dans un épisode, pour moi, quand t'as ça au début de l'épisode, c'est la fin de l'épisode en fait. C'est pas la fin de 3 épisodes après. Donc en fait, à partir du moment où il y a ça, juste après cette scène-là, il y a écrit 8 semaines plus tôt. Les 4 épisodes sont sur 8 semaines. Et je trouve ça long. J'ai trouvé ces épisodes longs et lents. Et le dernier épisode est intéressant. Selon moi, je suis très dure. Hein. Mais j'étais comme ça. J'ai fait aller. Et puis c'était long et puis il se passe rien. Et je dis non, ça va s'arrêter là. Oui, ça s'arrête là. D'accord, très bien. Et en fait, donc à la fin de l'épisode 4, j'ai pleuré tout ce que j'ai pu. Parce que j'ai pleuré pour les enfants, pour Harry, surtout pour William. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est quand même quelque chose d'assez terrible. Et qu'on les a obligés à avoir un comportement royal. Et que tu te dis, mec, t'as perdu ta mère, t'as 13 ans, quoi. Enfin, je sais pas, c'est horrible. C'est horrible. Et voilà, donc bon. Bref, j'ai vu les 4 épisodes de The Crown. J'ai hâte de regarder les 4 autres et de me désabonner à Netflix qui va augmenter encore de, je crois, 2 €. Au secours et adieu Netflix. Parce qu'on s'en sert pas beaucoup. Les épisodes de Bad Patrouille, ils sont en DVD. On les a achetés, c'est très bien. Et on n'aura plus besoin de Netflix. C'est fini. Ça sert à rien de faire des dépenses inutiles pour moi. Je suis pas très série. Et puis, on regardait The Office avec mon conjoint. Et puis là, on a presque fini, en fait. Donc, on regarde plus Netflix. Et puis, moi, j'ai le site de ma médiathèque sur lequel il y a beaucoup de films. Et c'est très bien. On n'a pas besoin de débourser presque 11 € par mois pour Netflix. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce que j'avais vu. Je refais mon petit carnet. Et maintenant, je vous parle de ma lecture en cours. J'ai déjà parlé 13 minutes. Donc, je suis dans The Pumpkin Spice Café et j'ai déjà lu 110 pages. Pourquoi? Parce qu'hier, j'avais rendez-vous chez le médecin et qu'il a mis 1 heure de retard. Enfin, qu'il avait 1 heure de retard. Donc, j'ai pu avancer un petit peu. Alors, ça casse pas 3 pattes. Hein. C'est pas dingue. C'est une petite histoire d'amour en automne avec Jenny qui hérite donc du café de sa tante et qui rencontre le fermier du village qui s'appelle Logan. Et qui est responsable des citrouilles. De ce que j'ai compris, il est fermier, il installe les citrouilles, tout ça. Et elle va réouvrir le café, sauf qu'elle a peur, en fait, le soir où elle le rencontre, elle entend un bruit bizarre, et puis elle dit, ah là là, il y a un bruit bizarre chez moi, il faut que quelqu'un m'aide. Donc Logan va passer la nuit avec elle pour essayer de savoir ce que c'est que ce bruit bizarre. Voilà, c'est clairement ça, en français, je l'aurais abandonné, je crois. Là, en anglais, c'est en anglais, donc ça me fait lire en anglais, donc je le continue. Mais je ne pense pas lire la suite. Parce que non. Par contre, je tenterai Jenny Colgan en anglais. Parce que j'ai lu un Jenny Colgan en français et je ne l'ai pas trouvé trop cucu. Ça va. Donc je pense que je le tenterai en anglais. Néanmoins, voilà, il se lit plutôt correctement celui-là. Donc ça me plaît. Et ça me fait dire que je peux lire du contemporain en anglais. Et ça, c'est cool. Voilà, donc je vais l'avancer aujourd'hui. Je ne sais pas si j'avancerai de 100 pages aujourd'hui. J'ai pas grand chose de prévu aujourd'hui, je vous avoue. Je vais essayer de me reposer un petit peu. Et puis je vous reprendrai demain ou jeudi, sauf si j'ai des choses dans la boîte aux lettres. Mais j'attends rien. Donc à voir. J'attends quelque chose? Si, j'attends une box. On m'a proposé une box, donc je vais peut-être la recevoir d'ici peu. Et puis si je reçois aussi comment je suis devenue japonais. Vous savez que j'avais commandé aussi, je vous montrerai peut-être ça. Donc voilà, je vous reprends un petit peu plus tard. Je suis en train de regarder des vidéos YouTube et je suis tombée sur une vidéo de... comment ça s'appelle? Oh, Audrey, le souffle des mots, qui a fait une retraite lecture. Alors j'étais tombée sur ce compte-là, qui s'appelle The Bookmates. Je sais plus pourquoi, des recherches Insta, tout ça. Et la fille organise des retraites lecture. Je trouve ça classe. Elle fait ça en Normandie dans une maison avec beaucoup de partenaires, maisons d'édition,
atelier pâtisserie, atelier tout ce que tu veux et tout. Retraite lecture. C'est cool. Et en même temps, quand je vois les images d'Audrey, je me dis, mais tu lis pas beaucoup. Quand on est parti en week-end... Oula, désolée pour les lumières. Quand on est parti en week-end avec les filles, les premières fois à Brive, à Lyon, tout ça, avec Angie, Mag, Estelle, on s'était dit, ah, ça va être cool, ça va être un week-end entre copines, le soir, on va lire et tout. Je crois que dans le week-end, on a dû lire 20 pages, en fait. Quand tu pars en week-end avec des copines, même que tu connais pas et qui sont passionnées de lecture, quand tu retrouves des gens, tu retrouves 10 personnes dans une pièce pour parler lecture, tu parles lecture, tu lis pas beaucoup, en fait. Donc une retraite lecture, finalement, tu lis pas beaucoup. Audrey, j'ai pas fini son vlog, mais elle a pris un livre pour 3 jours. Dans une retraite lecture. Moi, je prends 3 livres pour 3 jours, en fait, parce que je me dis, je vais faire que ça. Et non. Du coup, je me pose la question, est-ce qu'une retraite lecture sert vraiment à lire? Je pense qu'une retraite lecture sert à parler lecture avec des filles que tu apprends à connaître, voilà. Garçons aussi, hein, pourquoi pas. Mais du coup, je me dis non, je pense pas que ça soit très efficace sur le temps de lecture, la retraite lecture, en fait. Voilà, et je me dis qu'en fait, on en parle des fois avec Estelle, et de se dire, mais si tu veux vraiment lire, eh ben, t'es chez toi, t'es seule, tu bouges pas, tu prends ton bouquin, un plaid, un thé, et tu lis pendant des heures. Mais t'as pas besoin de gens pour être autour de toi, pour lire en même temps que toi. Parce que quand t'as des gens autour de toi, même si concrètement, quand t'es lecteur, gros lecteur, t'es un peu asocial, t'as pas envie de parler aux gens, bah finalement, bah si tu te retrouves à parler avec les gens. Et c'est intéressant parce que tu parles lecture, donc tu parles de tes dernières lectures, de tes coups de cœur, c'est top, parce que parfois on n'a pas beaucoup la chance d'avoir un entourage qui lit, donc de pouvoir partager avec eux. C'est pour ça souvent qu'on est sur les réseaux. Et là je me dis, waouh, c'est cool, mais ton temps de lecture, finalement, est peut-être divisé par 2. Et quand t'arrives le soir et que t'es dans ta chambre, et qu'il est 23h, parce que t'as parlé toute la journée autour de la lecture et que t'as pas beaucoup pris ton bouquin, je me demande, en fait, en vrai, combien de temps tu passes avec ton livre. Alors je vais regarder la suite de la vidéo de Audrey, mais si vous avez l'occasion de regarder cette vidéo, ce serait pas mal que vous me donniez votre retour sur les retraites lecture. Ça peut paraître paradisiaque, et je ne remets pas du tout en doute la qualité du truc, quoi, mais je me dis, ouais, si je veux vraiment lire, en vrai, je me mets toute seule. Je m'isole, en fait, et là, je lis vraiment. Bref, voilà, c'était un petit retour. On est mercredi après-midi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, un peu mieux. Je vous appelle, non, je viens vous parler parce que je viens de terminer le Pumpkin Spice Café. J'ai un peu dégommé cette lecture, je reconnais, mais j'ai eu vraiment beaucoup de temps là en début de semaine. Lundi, mardi, mercredi, donc 3 jours pour lire 340 pages. En sachant que je me suis autorisée à lire certains passages de la fin en diagonale. Waouh! Cette lecture n'était tellement pas pour moi. Je suis très contente de l'avoir lu. Ah bah c'est... On a l'impression d'être dans un épisode de Gilmore Girls avec... alors j'ai regardé 4 épisodes, mais je vois tout à fait le style automnal, avec la petite musique douce, le petit piano, les amoureux qui osent pas trop se dire qu'ils s'aiment, et puis finalement ils s'aiment et ils peuvent pas être ensemble parce qu'il y a trop d'histoires entre eux, trop chargées de... Waouh! Oh là 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 là! Voilà, donc histoire d'amour impossible, finalement possible, blablabla, je sais pas quoi. Bien, parce qu'en anglais, donc j'ai pu découvrir un livre contemporain en anglais, et je constate que c'est tout à fait abordable. Il y a certains dialogues qui sont très, comment dire, je vais pas dire quotidien, mais réalistes, comme si on les voyait à la télé, en fait. Ça fait très série américaine, voilà. Si vous aimez les romances, si vous aimez l'automne, foncez. Vraiment, je pense que ça peut vous plaire. Mais moi, je me suis clairement ennuyée. Voilà, au début, c'était bien. On découvre, c'est mignon, c'est automnal, c'est chou avec les 2 personnages, c'est un peu rigolo et tout. Et puis après, ça prend une tournure très 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 romancée, très romantique. Donc voilà. Bon, c'est lu. Je suis trop fière de moi parce que j'en ai lu 2 cette année en anglais. Même si, certes, j'ai sauté quelques lignes parfois, et ben je l'ai lu en anglais et je suis trop contente. Je vais me commander The Midnight Library de je sais plus qui, qu'on m'a recommandé et qui est très abordable parce que j'ai lu les premières pages en anglais sur Glose, et du coup il est très abordable, donc je vais me le prendre.
et ce sera peut-être ma prochaine lecture en anglais. Je ne sais pas quand encore, mais voilà. Je vais pas lire la suite, hein. Non, 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 clairement pas. Du coup, Pages & Co, je m'étais dit, allez, je vais prendre la suite du haut jeunesse. Maintenant que je suis tombée dans le contemporain, je pense que je peux le challenger un petit peu plus. Peut-être que je retournerai dans le jeunesse après. Mais là, j'ai pas très envie. J'ai envie de continuer dans le contemporain, donc voilà. Je suis prise du nez, obviously, j'ai envie de vous dire. Mais bon, c'est pas très grave. Il faut aussi que je termine ça. Voilà. Il me reste moins de 100 pages. Je vais le finir là. J'ai du temps là. J'ai presque 3 heures devant moi. Je pense que je peux finir ça. Et je vais ensuite commencer La guerre des bouffons de Idir Ossini, qui a été publié chez Pocket, que j'avais vu depuis sa sortie grand format, que j'ai reçu chez Pocket pour la rentrée littéraire, et qui me tente pas mal, qui se passe dans la fin des années 90 à Bondy, en Seine-Saint-Denis, et ça m'intéresse. Si jamais ça me plaît pas au niveau du style, ça me plaît pas, j'accroche pas, je me force pas, et c'est pas grave. Mais voilà, je voudrais quand même le découvrir. Et j'ai reçu également de la part de chez Pocket Murnau des Ténèbres de Nicolas Chemla. Alors Nicolas Chemla, j'ai vu en 3e de couverture qui vient de sortir L'Abîme chez le Cherche Midi, qui a l'air vachement bien. Le roman d'une possession diabolique, comme si le mystère du 19e siècle ressurgissait dans le Paris du 20e siècle. Ça a l'air vachement bien. Et là, celui-ci en poche nous dit: en 1929, Friedrich Murnau, l'un des plus grands cinéastes au monde, abandonne le confort de Hollywood pour rallier à bord d'un petit voilier les Marquises d'abord, puis Tahiti et Bora Bora. C'est là qu'il réalise Tabou, le plus grand film du plus grand auteur de films, selon Éric Rohmer. Mais ce chef-d'œuvre incomparable est maudit. Son tournage est marqué par des drames et des catastrophes. Et Murnau, comme basculant dans son propre film, meurt tragiquement, une semaine avant la première du long métrage. Donc ça doit expliquer un petit peu tout ça. Ça a l'air assez intéressant. Il est assez court, hein, il fait 230, 240 pages à peu près. Et alors ce qui est marrant, c'est que vu que ça parle de cinéma, la première partie, il y a ça. Vous savez, 3, 2, 1, voilà. Et alors ça a l'air d'être plutôt de l'essai, il n'y a pas de dialogue. Pas, à peine. Je ne sais pas où est la deuxième partie. Mais il est pas très gros. 2. Allez, allez, allez. 1. 0. Voilà, donc Murnau des Ténèbres. J'aime bien la police de caractère utilisée, j'aime beaucoup la couverture. Elle est très très jolie. Et il vient de sortir chez Pocket, il est sorti le 16 novembre. Voilà, donc je pense que l'image doit être une image du film. Ah non, ah si. Si. Murnau, Matisse, Méao et le chien pâle à Tahiti en 1930. Voilà. Merci Pocket pour cet envoi. Et j'ai donc été chercher mon petit livre Comment je suis devenue japonais de Florian Dabadi. Dabada. Oh, c'est mauvais. Publié chez Les Arènes dans la collection Common. Il est un petit peu abîmé. Et dedans, je l'ai commandé sur Rakuten et j'avais 2 jolis petits marque-pages à colorier. C'est très mignon. Petite vendeuse qui m'a offert ça. Voilà, c'est assez mignon, j'ai trouvé. Il est court, hein. Il fait... 140 pages. Il est écrit petit, mais les marges sont larges. Et nous sommes donc avec Florian Dabadi, l'auteur, à Tokyo au milieu des années 90, à 20 ans, quand il a son diplôme de japonais en poche. L'auteur Florian Dabadi s'installe pour quelques mois au Japon. 30 ans plus tard, il vit toujours là-bas. Il a été salariman, employé de bureau, interprète, s'est marié avec une japonaise et est devenu une star de la télévision. Sa façon de raconter ses années japonaises avec un sens du détail juste et une émotion à fleur de peau est unique. Voilà, donc je me suis calée je crois en janvier. Si jamais j'ai de la place avant, je le ferai, je le lirai avant. Par contre, il y a un truc qui est inscrit là, qui est assez rigolo. Il y a écrit saveur, ingrédients, conseil de dégustation, garantie sans ajout artificiel de clichés. Ça, je trouve ça marrant. Mais quand on développe un peu le truc, il y a écrit saveur, star system, ville effrénée, touche de langueur, note de xénophobie. Ingrédients, ville japonaise, voyage, football, médias, histoire d'amour. Conseil de dégustation d'une traite pour un shot de Japon. Et donc garantie sans ajout artificiel de clichés. Je pense que ça doit être assez réaliste. Mais le xénophobie, note de xénophobie, je m'interroge. Voilà, je vous dirai ça. Voilà, je vais aller retourner à ma lecture et je vous reprends demain. On est toujours mercredi, je suis assise par terre devant ma bibliothèque pâle et j'ai le reflet
de moi dans mes propres lunettes. Voilà. Donc alors j'ai fini. J'ai fini. Et je suis donc passée à La guerre des bouffons de Idi Rossini. Et c'est super drôle. C'est super drôle et je retrouve tellement l'esprit des années 90 en banlieue parisienne, Seine-Saint-Denis. Pardon, j'ai déjà lu 34 pages. Enfin, je ne l'ai lu que 34 pages et j'ai déjà mis 3 post-it. C'est drôle. La plume est super drôle. Je ne sais pas qui est ce gars. Originaire de Bondy en Seine-Saint-Denis, Idi Rossini n'a jamais quitté sa ville natale. Journaliste et professeur suppléant d'histoire géo, il publie un premier roman autobiographique, La guerre des bouffons, en 2022 chez Click Éditions. Je vais quand même vous lire deux petits passages qui vous donneront une idée du style un petit peu. Nous étions des enfants de 2 révolutions, l'algérienne et la française. Notre fratrie s'est néanmoins constituée au fil des ans en une société d'ordre dont j'étais le quart-état. J'avais redoublé ma 3e et mon père ne m'avait légué que son teint mat et ses yeux noirs. Comme si, il y avait bien longtemps, dans une galaxie lointaine, Dark Vador avait dit « Je suis ton père, schtroumpf crotte de nez ». Voilà, c'est bête, hein, mais... bref. Un peu plus loin, à une page d'intervalle, il y a 2 post-it. Alors, en fait, je sais même pas si j'ai besoin de vous lire ça, parce que ceux qui sont nés dans les années 80, comme moi, vont tout à fait se reconnaître dans le système scolaire, en fait, de ce que je vais décrire. Aujourd'hui, les bulletins de notes ne sont plus forcément envoyés par la poste. Je pense que c'est les profs qui les donnent aux parents. Et nous, on les recevait par la poste, en fait. Donc, t'attendais impatiemment devant la boîte aux lettres de recevoir ton bulletin avant tes parents, en fait. Parce que si t'avais une mauvaise note, tu savais que tu te faisais tacler par tes parents. Voilà, je pense que ça n'arrive plus, malheureusement. Enfin, malheureusement, je sais pas, remarque. Mais il n'y a plus cette impatience, en fait, du carnet de notes, finalement. Moi, je les ai encore, mes carnets de notes papier. Hein. J'ai tout un dossier de ma scolarité qu'on m'a donné en terminale, quand j'ai eu mon bac. On m'a dit, tiens, ça, c'est toi. Ok. De la 6e à la terminale. Toute ma scolarité était dans ce dossier. Ça m'a fait très bizarre. Il faudrait d'ailleurs que je ressorte... Oh, je sais pas où ils sont, ces bulletins. Mes bulletins du collège et du lycée avec les appréciations des profs. Maintenant, je crois que... Ah oui, il y avait des carnets de texte aussi, vous savez. Il y avait un élève qui était chargé du carnet de texte, qui était chargé de la feuille d'appel et du cahier de texte, et qui devait se trimballer ça de prof à prof, et qui était responsable de ça. Je crois que ça changeait toutes les semaines, je sais plus. Enfin, pour moi, ça a fonctionné comme ça. Peut-être pour vous pas, mais dites-moi justement, je suis très curieuse. Et on ne devait surtout pas oublier le carnet de notes. Et si tu l'oubliais dans une classe, tu devais... Si tu étais en heure suivante, tu devais retourner chez le prof et dire « Excusez-moi, interrompre le cours, excusez-moi, j'ai oublié le carnet de texte. » Mais régulièrement, c'était flagrant à chaque fois, on oubliait ça, quoi. Et donc, tu le ramenais maintenant. Je sais que mon conjoint est enseignant et du coup, il remplit les carnets de texte sur l'ordi. En fait, maintenant, ça se fait sur ordinateur. C'est vrai que c'est plus simple aussi parce que ça permet, je crois, aux parents de voir ce qui a été fait en cours, alors que les cahiers de texte, je crois que c'était que pour les profs de base, pour qu'ils notent ce qu'ils avaient fait tel jour, en fait. Et pour le suivi, en fait, je pense, de leur cours. J'ai l'impression que c'est ça. Je pense que ce n'était pas destiné aux parents à l'époque, mais maintenant, peut-être que ça l'est plus. Mais corrigez-moi vraiment, parce que je ne suis pas dans l'éducation nationale et je peux tout à fait me tromper. Enfin bref, maintenant, il n'y a plus de carnet de notes, de cahier de texte, il n'y a plus de liste d'appels, et je me rappellerai toujours en 3e, mon prof de maths, qui, pour avoir le silence, prenait cahier de texte épais comme ça, cahier d'appel comme ça, et on papotait, et il tapait, clac, sur le bureau en bois, mais ça faisait un bruit terrible pour avoir le silence, on était tous comme ça, et voilà, ça y est, il avait le silence. Mais ce cahier de texte là, je me rappelle très très bien, et ça n'existe plus, parce que tu peux pas faire ton PC comme ça, taper ton PC sur ton bureau maintenant, mais voilà, j'ai le souvenir de ce cahier de texte en classe, au collège, et même au lycée, qui donc n'existe plus. Bref, là, donc on est dans le carnet de notes, dans le cahier de notes, le relevé de notes trimestriel. Et donc, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Certes, le téléphone pouvait aussi sonner dans le salon avec le CPE au bout du fil, mais ceux à qui ça arrivait l'avaient bien mérité. Quand on n'est pas intelligent, on bosse à l'école. Rien à foutre en classe, et faire le con demande un minimum syndical de matière grise. Tous les élèves du XXe siècle savaient qu'il fallait mettre un faux numéro de parent sur la fiche d'information à remplir à la rentrée pour le compte du prof principal. Évidemment.
Ça m'est jamais arrivé, j'étais une élève très sérieuse, mais je sais qu'il y en a qui le faisaient joyeusement. Et puis un autre, donc Idir Houssini a un frère qui s'appelle Kamel, et il dit il était dans la logique des choses que Kamel fut le premier à trouver la solution imparable au grand problème de la jeunesse bondinoise. Donc c'est les habitants de Bondy. Toute sa vie, il s'était penché sur le dilemme du courrier scolaire. Avant d'avoir son bac, il avait été le pire élève du monde. Si Marty McFly était monté dans sa DeLorean volante avec les bulletins du frangin pour les déposer au 19e siècle sur le bureau de Jules Ferry, jamais l'école n'aurait été obligatoire, elle aurait été interdite. Je trouve cette punchline extra, vraiment. Donc c'est drôle et en même temps c'est tellement représentatif de ce que j'ai pu vivre dans les années 90 et même au collège avec les petits cons qui faisaient que des bêtises, que des trucs, enfin... Mais c'était Magouille et compagnie, et c'était... pour moi, je voyais ça d'un œil hyper drôle, en fait. Peut-être que finalement, ça n'était pas du tout et que les profs étaient saoulés, clairement. Mais c'était pas méchant, quoi. Et quand on voit maintenant, parfois, les conneries qu'ils peuvent faire, les gamins, c'est un peu flippant. Donc bref, voilà, on est dans les années 90, je passe un très très bon moment pour l'instant, et je suis trop contente. Voilà, je vous reprends un petit peu plus tard. Je suis en mode procrastination sur le canapé et je regardais mes posts sur Zola pour savoir un petit peu quand est-ce que j'avais commencé les Rougon-Macquart. Et il s'avère que j'avais lu l'Assommoir quand j'étais en terminale, en première, pardon, et j'avais lu Au bonheur des dames en janvier 2016. Puis j'avais relu l'Assommoir en mai 2016 et j'avais commencé La fortune des Rougon en janvier 2017. Donc, 6 ans. 6 ans pour lire les Rougon-Macquart. Voilà. J'aurais pu mettre moins de temps, clairement. Mais c'est pas grave. Donc là, je suis en train... Enfin, j'ai commencé des petites recherches sur Zola et sur les Rougon-Macquart pour essayer de vous donner une vidéo que j'intégrerai probablement à un vlog parce que je me dis que potentiellement Zola ça n'intéresse pas beaucoup de monde, je ne sais pas. J'attends d'être bien débouchée du nez aussi pour vous en parler et pour de toute façon le terminer. Donc ça sera sûrement une vidéo qui arrivera en janvier. J'ai les manuscrits de Zola, j'essaie d'avoir des infos, de regarder des vidéos, de trouver des images pour vous montrer vraiment tout ce que je veux vous montrer sur les Rougon-Macquart. J'ai pas lu tout Zola, loin de là vraiment. Mais voilà, je me dis que ça peut être une petite vidéo à thème intégrée dans le vlog où je pourrais vous parler des Rougon-Macquart. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'ai super hâte de cette vidéo parce que ça va mettre un terme à cette lecture des Rougon-Macquart quand même, que je traîne depuis 6 ans. 7 ans. Presque 7 ans. 7 ans, ouais. Je crois que j'ai passé une étape dans le matcha. Je suis passée à 80 grammes. On est jeudi soir et je vous reprends un petit peu pour vous parler de ma lecture en cours qui est La guerre des bouffons de Idir Houssini chez Pocket. Je ne vous ai pas pris aujourd'hui, j'ai pas trop eu le temps en fait, parce que j'ai un peu dormi, et puis j'ai fait quelques trucs, des courses et tout. Là je suis à la moitié, je suis page 220, on va aller faire un tout petit peu plus de 400 pages. On est donc en banlieue bondinoise, à Bondy dans le 93, dans les années 90, et c'est exactement l'esprit des années 90 dans le 93, c'est tout à fait ça. Tout est hyper authentique, c'est écrit de façon très familière, mais ça me choque pas parce que je connais tout à fait ce langage, et c'est ce que je cherchais en fait dans ce bouquin, donc pour l'instant il coche toutes les cases. Je pense pas que ça soit un coup de cœur parce qu'il y a quand même beaucoup de détails, de choses que je connais pas forcément. Je connais un peu Bondy, j'y ai travaillé, mais je connais 3-4 rues quoi, voilà, donc après j'ai pas forcément le nom des rues, mais je reconnais tout à fait l'esprit 93 quoi, enfin je peux dire c'est ma banlieue, mais c'est chez moi, donc je connais bien, et je suis bien contente de lire un truc aussi authentique que ça, avec effectivement un langage, c'est pas poétique, hein, enfin c'est drôle, c'est très drôle, mais c'est hyper vrai, hyper réaliste quoi, parce que c'est sa vie, c'est une autobiographie en fait, et j'aime beaucoup, voilà, donc je suis bien contente. Je le continuerai demain et je le terminerai probablement samedi. Voilà, je voulais vous dire aussi un truc, vous savez dans les rubriques, ce que j'ai vu, tout ça, j'anticipe un petit peu ce que je vais vous dire la semaine prochaine, mais il m'est arrivé des fois de regarder, alors vous allez me prendre pour une tarée, des vidéos de routine de ménage.
don't judge me. Il y a une coréenne qui s'appelle Ami Momi, je crois, un truc comme ça, qui a une routine de ménage absolument apaisante, qui habite dans une maison Ikea où tout est monotone, enfin pas monotone, mais monochrome, hyper propre déjà de base. Elle a genre une poussière. Oh mon dieu, je vais faire vite le ménage. Mais c'est drôle quoi. Mais je trouve ça très apaisant. Et là, je suis tombée sur des petites japonaises qui ont leur routine matinale. Elles se réveillent à 5h30, sans enfants. Et elles sont heureuses. Tout va bien. Ça me fait rire. Et ça m'apaise de regarder ces petites routines. Et je me dis, oh, moi aussi, j'aimerais avoir un temps le matin pour me réveiller à 5h15 et me mettre une petite bougie, me faire une petite infusion avec du citron et du miel. Ah, et écouter le bruit de la rue, le doux bruit de la rue. C'est tellement à des milliards de kilomètres, mais je sais pas, il y a un truc qui m'attire dans ce truc-là. Est-ce que je suis seule ou est-ce que vous aussi, parfois, vous regardez des vlogs routines? Voilà. Je me suis pas abonnée à ces chaînes-là, je suis pas folle quand même. Mais maintenant, j'ai des suggestions YouTube, du coup. Comment elle s'appelle? Nico Life, je sais plus. Et puis il y en a une qui s'appelle Tao, je crois. Bref, elles sont japonaises. Soit elles habitent seules, soit elles sont en couple. Mais t'as l'impression qu'on voit jamais leur mari. Elles sont toutes seules, elles expliquent tout. Enfin, elles expliquent rien, en fait, c'est que du sous-titre. Il n'y a pas de musique, c'est juste apaisant, je trouve. Voilà. Donc c'est mon petit délire du moment. Voilà. Donc j'en regarderai peut-être quelques-unes. Mais ça m'aide à poursuivre dans ce mois de novembre qui commence à être un peu long, j'avoue, et brumeux, et froid, et il fait nuit. Et ça, je me dis, ah, le positif, ils voient du positif partout, les Japonais. Donc c'est bien, c'est inspirant. Voilà. Bon, je vous laisse, je retourne à la gare des moufons, et puis je vous reprends demain. A priori demain, je pense. Peut-être pour conclure le vlog. Si je ne le conclus pas demain, je le conclurai samedi. On est vendredi après-midi et je viens conclure ce vlog hebdomadaire. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Malade, mais là ça va mieux, c'est bon. C'est derrière moi, c'est parti, c'est bon. Ouf, ouf, je déteste être malade, je ne suis pas en arrêt, je ne suis jamais arrêtée. Mais bon, ça m'a permis de lire pas mal cette semaine, donc ça c'est cool. Oui, j'arrive, Lolo. J'ai pas fini la gare des bouffons, je suis à la moitié, enfin j'ai même un petit peu dépassé la moitié. J'aime toujours autant, c'est particulier, mais c'est un esprit que je connais et dans lequel je me reconnais aussi, ayant grandi en banlieue parisienne et vivant toujours, finalement je connais tout ça. Donc ça me parle pas mal. Je vais le finir demain, je pense. Je vous mettrai des petites images du week-end qui m'attend. Là j'ai un petit club de lecture ce soir et puis ce week-end je fais des trucs aussi, donc je vous montrerai des petites images de ça. Et puis je vous retrouve donc lundi pour une nouvelle semaine de vlog. À très bientôt.